Une nouvelle incursion de drones a une fois de plus perturbé l'aéroport d'Aalborg au Danemark ce jeudi, obligeant à fermer l'espace aérien pendant environ 3 heures. Ce même phénomène a touché plusieurs autres aéroports danois ces derniers jours, notamment Billund, Esbjerg, ainsi que la base militaire de Skrydstrup, où sont stationnés des avions de chasse F-16 et F-35. Les autorités parlent d'une opération systématique et professionnelle. Vi står i en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation. Det er der ingen tvivl om. Det gælder i hele Europa, det gælder også i Danmark. Jeg vil også gentage det, Thomas har sagt, at vi har ikke oplysninger, der gør, at vi kan sætte navn på en aktør. Men vi kan sige, at det her det ligner en model for hybrid krigsførelse, som vi har set andre steder i Europa. Jeg minder om, som nogle af jer selvfølgelig ved, at vi vurderer, at risikoen for russisk spionage i Danmark er høj. Og vi vurderer også, at risikoen for russisk sabotage i Danmark er høj. Det har vi set andre steder i Europa, det må vi også forvente at kunne se i Danmark. Og det er klart, at tjenesterne ser begivenhederne i lyset af de efterretninger og de efterretningsbilleder, som vi har. Mais ce n'est pas tout. Selon un journal danois, un navire de guerre russe aurait été repéré à l'aide d'un hélicoptère. Il se trouverait depuis plusieurs jours dans les eaux internationales à quelques kilomètres des côtes danoises, transpondeur éteint. Est-il lié à ces survols? Pour l'heure, personne ne le sait. Mais ces incidents répétés au Danemark ne sont pas considérés comme isolés. Certains responsables européens y voient la marque d'opération de déstabilisation attribuée à Moscou. Les États-Unis sont prêts à contraindre la Russie à revenir à la table des négociations avec des sanctions sévères, mais ces restrictions ne fonctionneront que si les États européens cessent d'acheter du pétrole russe. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump mardi soir à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président américain veut également convaincre le Premier ministre hongrois Viktor Orban, avec qui il entretient de bonnes relations. La Hongrie est encore très dépendante au gaz et pétrole russe acheminé par le pipeline Druzhba. Mais Budapest a d'ores et déjà fait savoir que le pays avait besoin de cet approvisionnement. Une erreur, selon l'expert en énergie Attila Oloda. Olyan nagy az árelőnye az urának, hogy ezt ágában nincs a MOL-nak az Adrián vásárolni. De jöhetne, hiszen a lefejtő kikötőnek megvan a kapacitása, a vezetéknek megvan a kapacitása, bármit is mond a MOL. A MOL azért mond ilyen dolgokat, meg az, hogy neki technológiai problémák, mert nem akar lemondani erről a haszonról. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a répondu à l'expert dans l'émission Straight Talk de ATV. Soha senki nem próbálta ki, hogy milyen az, amikor a JANAF vezeték folyamatosan 100%-on üzemel. Nem is tud egy vezeték egész évben 100%-on üzemelni, ezt a kiváló szakértő úr is tudhatná, hogy minden egyes kőolajvezetéket le kell állítani egy bizonyos időszakra, annak érdekében, hogy a fenntartási munkálatokat elvégezzék. Selon Attila Oloda, c'est précisément à cela que servent les installations de stockage. La Hongrie dispose de réserves de pétrole suffisantes pour plusieurs mois. Celles-ci ont même dû être utilisées par le passé lorsque le pipeline Druzhba est tombé en panne. La déconnexion du pétrole russe ne ferait pas non plus augmenter le prix de l'essence. Selon l'expert, il serait même déjà bien moins cher qu'il ne l'est actuellement. Mindent egybevetve, ha lecsatlakoznánk az orosz olajról, az rossz lenne a Putyin rezsimnek és háborús gépezetének, elsősorban a MOL-nak és az adóbevételek miatt a magyar kormánynak. Egyedül csak a magyar fogyasztók nem éreznének belőle semmit. Siposogyi Zoltán, Euronews, Budapest. S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies mercredi, Volodymyr Zelensky a dénoncé les ambitions expansionnistes de la Russie et a mis en garde contre une course à l'armement désormais dominée par l'intelligence artificielle et les drones. It used to be that only the strongest countries could use drones because they were expensive and complex. Now even simple drones can fly thousands of kilometers. War tech doesn't care about geography anymore. It's now reshaping it. Volodymyr Zelensky a également fustigé l'impuissance des Nations unies face aux conflits mondiaux, pointant l'effondrement du droit international, incapable selon le président ukrainien de rivaliser avec la force des armes. The world is in one of the most destructive arms race in human history.
This was one of the sharpest lines from Zelensky during his address at the UN General Assembly here in New York. He also criticized the international community, including the UN, for not having stopped wars, for example, in Ukraine, in Gaza, in Sudan, or elsewhere. He said that survival depends on weapons and not on international law. He also warned that Putin is trying to expand his war in Europe. On Thursday, new addresses are expected to come, including from Palestine and the European Union. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. C'est un exercice peu commun qui se déroule actuellement en Suède. Il vise à tester la capacité du pays à accueillir et à traiter des personnes blessées par la guerre. L'exercice intitulé Resilient Care 25 se déroule dans le comté de Värmland et est organisé en collaboration avec l'Office national de la santé. Les personnes y prenant part simulent un scénario dans lequel un conflit armé dans les territoires orientaux de l'OTAN a entraîné l'arrivée par avion de quelques 70 blessés pour des soins d'urgence. De vrais volontaires souffrant de fausses blessures ont alors été transportés depuis la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et Melistave est l'une d'entre eux. L'adolescente de 14 ans originaire d'Oslo a pris le rôle d'une personne souffrant d'une infection après une blessure à la poitrine. Pour l'accueillir dans les meilleures conditions, une unité médicale temporaire a été mise en place près d'un aéroport. Donald Trump a demandé une enquête affirmant avoir été victime d'un triple sabotage lors de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi. Un escalator qui s'est arrêté, un téléprompteur défectueux et un problème de sonorisation pendant son discours. Un porte-parole de l'ONU a suggéré que le vidéaste de la Maison-Blanche avait accidentellement actionné le mécanisme de sécurité lorsqu'il est monté à reculons pour filmer le couple présidentiel. Il a ajouté que le téléprompteur de Donald Trump était géré par ses services. Mais pour ce dernier, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'actes délibérés. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU a même qualifié ces incidents d'inacceptables. De leur côté, les Nations Unies ont indiqué avoir déjà lancé une enquête minutieuse, se disant prêts à coopérer en toute transparence avec les autorités américaines. L'ancien directeur du FBI, James Comey, a été inculpé pour fausses déclarations et obstruction de la justice en lien avec son témoignage devant le Congrès en 2020. Interrogé dans le cadre des auditions sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne de Donald Trump en 2016, James Comey avait affirmé ne pas avoir autorisé de fuite d'informations classifiées. Les procureurs l'accusent aujourd'hui d'avoir menti. L'inculpation intervient quelques jours seulement après que le président américain a exhorté sa ministre de la Justice à poursuivre l'ex-chef du FBI. Donald Trump, qui a longtemps décrit l'enquête en question comme un canular, a qualifié ces inculpations de justice pour les États-Unis. James Comey est le premier haut fonctionnaire lié à l'enquête sur la Russie à faire l'objet de poursuites, ce qui fait craindre que le ministère de la Justice ne soit instrumentalisé à des fins politiques. Communication insuffisante auprès du public lors des ordres d'évacuation, système de secours pas assez coordonné ou encore professionnel de la gestion de crise en sous-effectif. Telles sont les insuffisances pointées dans un rapport publié ce jeudi par un organisme indépendant missionné par le comté de Los Angeles, théâtre d'un incendie géant en janvier dernier qui a fait plus de 30 victimes et détruit des milliers d'habitations. Les entretiens avec les survivants et l'analyse des données de communication ont notamment révélé que dans certains quartiers, les ordres d'évacuation avaient parfois été donnés alors que les maisons avaient déjà brûlé. C'est le sujet qui enflamme la classe politique française. Son nom, la taxe Zuckman. La proposition est d'établir un nouvel impôt pour les très hautes fortunes. Le principe est simple, faire en sorte que les ultra-riches paient chaque année 2% de la valeur totale de leur patrimoine. Pour ses promoteurs, cet outil de justice fiscale dispose de plusieurs atouts à l'heure de la rigueur budgétaire. The first one is that it's a very popular measure. So like the latest poll that I've seen, I think placed it at like an approval rate of like 86% across the population and also importantly across the political spectrum. The second thing is that it does respond to a problem. So the problem being the ultra-rich pay less. Selon l'économiste Gabriel Zuckman, à l'origine de cette idée, ce dispositif permettrait de combler une partie du déficit français sans pratiquer de coupes budgétaires profondes. Cette taxe pourrait rapporter environ 20 milliards d'euros à l'État français.
L'effet cumulé à l'échelle de l'Union européenne serait même plus important puisque, selon les estimations, un tel impôt rapporterait aux États membres 67 milliards d'euros. Mais ces montants laissent perplexes d'autres économistes. On n'arrivera pas à 20 milliards, hein. Ça j'y crois absolument pas. Alors certaines estimations arrivent plutôt à 5 milliards, mais moi je me pose même des questions. Je pense qu'il est même possible que ça ne rapporte rien. Parce qu'il y a, comme je le disais, il y a une dynamique d'ajustement du comportement qui est souvent très sous-estimée par les économistes, qui font que les personnes ne se laissent pas faire. Il y a des stratégies qui sont utilisées pour essayer d'éviter cet impôt-là. En Europe, l'Espagne dispose depuis 3 ans d'un impôt de solidarité sur les grandes fortunes. La Norvège et la Suisse appliquent également un impôt sur les très hauts revenus, mais ces deux pays disposent de ressources financières particulièrement élevées. D'autres pays ont une imposition partielle des ultra-riches. C'est le cas de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Italie, qui taxent des actifs très spécifiques. L'ouragan Gabriel, rétrogradé en tempête post-tropicale, a balayé l'archipel portugais des Açores dans la nuit de jeudi à vendredi. Les rafales de vent ont atteint les 150 km/h. Cependant, aucune victime n'est à déplorer. Selon la protection civile portugaise, 4 habitations ont été détruites, entraînant le relogement de plusieurs personnes. Sur la centaine d'incidents recensés, 49 avaient été résolus en début d'après-midi selon le dernier bilan de la protection civile. La plupart de ces situations sont liées à des chutes d'arbres et de structures et à des dégâts sur des toitures. Avant l'arrivée du cyclone, l'agence météorologique portugaise avait placé les îles en alerte rouge, le niveau d'urgence le plus élevé, utilisé uniquement pour les événements présentant un risque extrême pour les quelques 250 000 habitants qui peuplent l'archipel. Les autorités ont également annulé toutes les activités touristiques et récréatives pendant 24 heures et fermé les écoles et les services publics, invitant la population à rester confinée. Selon les plus récentes prévisions du Centre américain des ouragans, la tempête Gabriel devrait poursuivre sa trajectoire vers l'est et atteindre dimanche le sud du territoire continental portugais.